Écoutez, je vous propose que nous débutions sans plus attendre. Merci à tous pour votre ponctualité sur un sujet qui s'intègre dans le cadre d'un cycle de conférences qui a été initié il y a maintenant 3 semaines avec Grenoble École de Management et la marque. Et la conf de ce jour porte bien sur la notion de manager en étant orienté solution. Avant d'aller un tout petit peu plus loin, pour ceux qui récupéreraient ce cycle en cours de route pour savoir qui cause, si j'ose dire, et d'où nous parlons les uns les autres, quelques mots sur la marque et sur GEM. La marque, c'est une association de professionnels créée il y a maintenant près de 16 ans et qui réunit des entreprises qui se font forts d'approfondir une intuition qui est devenue une conviction. Derrière les réclamations exprimées par nos consommateurs se trouvent des opportunités à des fins d'innovation, de performance financière et de transformation de l'entreprise. Notre fameux slogan, c'est le transformer le pépin en pépite. Nous organisons différentes activités tout au long de l'année, dont un certain nombre avec Grenoble École de Management, si on s'en réfère aux 16 dernières années. Il y a eu des bouquins, il y a eu des études, il y a eu des interventions nombreuses en convention, notamment sur le sujet des KPI, qui est une des marottes et surtout expertise de Daniel. Et puis, du coup, Daniel, je t'invite à présenter GEM. Alors, GEM, je vais être très rapide. École de management connue, 6e en France, si on prend les classements, parce que dans notre monde, c'est important, dans les 20-25 européens et dans les 50 meilleurs mondiales. Ce qui est moins connu, en revanche, c'est la partie plutôt formation continue, donc Executive Education, et qui vous concerne plus, avec une cinquantaine de programmes, plus de 5000 participants par an, et de très nombreux partenaires et très nombreuses entreprises avec qui on travaille. Et on parle, entre autres, évidemment, de ces sujets et bien d'autres. Et Agnès, que vous allez voir très bientôt, fait partie des intervenantes qui participent à ce genre de choses. Voilà pour ce qui concerne GEM. Marie-Louis. Parfait. Du coup, on a parlé de la marque, on a parlé de GEM. On va parler maintenant tout de suite de ce qui vous concerne dans les secondes à venir et pour la quarantaine de minutes qui suit avant d'embarquer des questions-réponses. Ce cycle de conférences, il avait une vocation et à laquelle nous espérons rester fidèles, c'était de se dire, voilà, beaucoup d'acteurs de la relation client vont revenir dans leurs entreprises. Pour certains, c'est ce qu'on appelait déconfinement a déjà eu lieu et avec un grand nombre de questions. La semaine dernière, nous abordions la question de finalement quelle place sera donnée à la relation client dans les mois à venir. C'est très clair par les nombreux échanges qu'on peut avoir quotidiennement avec les adhérents de l'association, ce qu'on peut voir sur de nombreux sites. Il y a une crainte assez légitime toutefois, qui est de se dire la relation client, qui n'était déjà pas forcément sur le devant de la scène en termes de priorité, risque de rétrograder de manière un peu critique. Donc, comment mettre en place un argumentaire utile et efficace auprès des acteurs de la relation client pour ne pas perdre de vue cette importance qu'est la relation client. Puis, on a aussi beaucoup de questions qui nous avaient été demandées sur la notion du management. Voilà. Également, comment accompagner nos équipes dans ces temps troublés. On va récupérer des équipes qui, pour beaucoup d'entre elles, ont pu vivre dans des conditions délicates en termes de superficie de mètres carrés, de la gestion du personnel et du professionnel dans un même temps. Voilà. Comment également déconfiner, réintégrer, si j'ose dire, ces équipes dans nos départements d'une manière un peu peut-être par sas de décompression et se poser la question notamment du management. Et dans les sujets, dans les questions liées au management, quand on a échangé sur tour de table avec Grenoble École de Management, une question avait été, ou un point avait été mis en avant, notamment par Agnès, qui était cette notion d'être orienté solution. Et finalement, être orienté solution pour une marque, c'est, on le pense et on en a la conviction, c'est d'orienter nos collaborateurs comme étant eux-mêmes orientés solutions par rapport à chaque interaction, par rapport à chaque client qui leur sera donné de rencontrer, pour pouvoir s'ajuster à ce qu'il est donné à vivre à ses clients à un temps précis. Et par rapport à ça, ça nous a fait écho à l'intervention d'une entreprise. Donc, vous voyez le logo qui est Allons-Vie, qui est intervenu à l'occasion de notre 50e convention. Pour ceux qui n'auraient pas vu ce logo, qui ne serait à quoi le raccrocher, il s'agit d'une jeune entreprise dont Clément nous parlera dans quelques instants, qui a été créée notamment pour accompagner des aides-soignantes. On est donc dans l'univers paramédicale par rapport à l'aide à des personnes en situation de dépendance. Et le principe même de cette entreprise, et j'en dirai pas plus pour ne rien dévoiler, consiste toutefois à permettre à ces aides-soignantes de pouvoir être en pleine capacité de pouvoir agir sur une base de compétences, mais aussi, j'oserais dire, intelligence de situation. Et donc, on s'est dit que peut-être, probablement, cette entreprise pouvait incarner
par cette approche le fait d'être orienté solution parce qu'on mettait les collaborateurs en capacité d'interagir. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, si ce n'est qu'à l'issue de ce premier témoignage d'une quinzaine de minutes, on aura le plaisir d'accueillir cette fois-ci Agnès Mirpoul, qui est professeure à la chaire de paix économique de GEM et qui apportera une approche, si j'ose dire, théorique pour pouvoir modéliser, entre guillemets, cette approche et que vous puissiez peut-être vous l'approprier, cette notion d'orientation solution. Je n'en dirai pas plus, on a pris le micro il y a 5 minutes et on va le rendre tout de suite à nos intervenants. Clément, je vais te laisser la parole dès que tu apparaîtras à l'écran. Je vais te laisser la main également par rapport à la présentation PowerPoint. Voilà, Clément arrive. Merci Clément. Donc là, on est sur un duplex Trégastel, Grenoble et Paris. C'est bien ça? Donc, du coup, je suis très heureux de t'accueillir. Je vais te laisser te présenter. Et puis, je te dirai dans une quinzaine de minutes pour la transition avec Agnès. Merci beaucoup Clément. Parfait. Merci beaucoup, Marie-Louis. Donc, je vais partager mon écran. Je suis Clément Saint-Olive. Je suis un des cofondateurs d'Alenvie qu'on a créé en 2016. Donc, je vais passer une dizaine de minutes à témoigner un peu à la fois de l'histoire d'Alenvie et comment on est orienté solution. Alenvie, on a créé en 2016. On est trois à avoir créé le projet. On est une entreprise sociale. On est aussi une entreprise solidaire et ESUS, pour ceux qui connaissent, solidaire d'utilité sociale. On a créé ça en 2016 avec l'envie d'humaniser l'accompagnement des personnes âgées. Très concrètement, à l'envie, on accompagne à domicile les personnes âgées fragiles dans leurs gestes de la vie quotidienne, d'un côté, et de l'autre côté, on a une deuxième activité où on forme et on accompagne nos confrères qui sont aussi des associations ou des entreprises dans le monde du domicile. Voilà ce qu'on fait. On est une centaine de collaborateurs. On est présent à Paris et à Lyon, donc à la fois en B2C auprès des personnes âgées à leur domicile et en B2B auprès d'autres structures. Je reviens un petit peu en arrière. En 2016, on s'est retrouvés à trois avec mes associés Thibaut et Guillaume avec une envie commune qui vient de raisons pro et perso autour de l'accompagnement des personnes âgées et surtout avec l'envie d'humaniser les choses. Alors pourquoi on dit humaniser? Parce qu'on a assez vite fait des constats qu'il y avait un métier profondément humain, qui est le métier de l'auxiliaire de vie, qui est l'intervenant à domicile auprès des personnes âgées. Et pourtant, ce métier était peu connu, peu valorisé et souvent avec des conditions de travail non valorisantes et peu attractives. Donc, on s'est dit qu'il y avait un problème social à régler. Et c'est de ça dont on s'est emparé. Je vous montre juste à l'écran les principaux constats qu'on a fait à ce moment-là en 2016 en démarrant. C'est qu'en fait, il y avait un paradigme tayloriste qui avait vraiment impacté fortement le métier depuis une dizaine d'années. D'abord, il y a un management dans ce secteur. Je ne sais pas si certains connaissent le secteur. C'est un secteur qui est organisé par agences, donc des agences locales, avec une coordination, une direction en agence, et puis des salariés, souvent plutôt en rôle d'exécutants, qui interviennent au domicile de personnes âgées. Donc, en agence, on s'occupe de la relation client, on s'occupe des plannings, on s'occupe un peu de tout, on coordonne le travail de management et client, et puis on donne après les indications aux salariés sur le terrain. Donc, vraiment un management piloté comme un centre de production avec un vrai paradigme tayloriste, alors même qu'en fait, c'est un métier de l'humain, on est sur la relation humaine. Et donc, il y avait un premier paradoxe là. Il y a un deuxième paradoxe qu'on a vu qui est que c'est un métier très centré, y compris dans la formation, sur les gestes techniques qu'on vient faire au domicile. On vient enchaîner des gestes techniques à domicile, alors même qu'en fait, l'accompagnement auprès d'une personne âgée qui est dans le besoin, même s'il y a besoin de gestes techniques, il va être de qualité si la relation est de qualité. Donc, métier organisé, formé autour de gestes techniques, alors même que c'est la relation. Et puis enfin, des logiciels qui renforcent un peu cette pyramide, des logiciels qui sont souvent en main de la coordination, qui optimisent la production, qui optimisent le planning, et donc qui vont limiter surtout la capacité d'initiative des intervenants sur le terrain. Et donc voilà, je vous raconte tout ça parce que en fait, en 2016, quand on a démarré l'aventure, on a vraiment vu un désalignement entre les conditions de travail et la nature du métier, qui est une nature
relations humaines, de relations clients. On appelle nos clients les bénéficiaires, qui sont les personnes âgées qu'on accompagne. Et donc, voilà, c'est ce que j'écris en disant les conditions de travail sont aujourd'hui la variable d'ajustement. C'est comment on arrive à optimiser la masse salariale. Et c'est plutôt ça quand on parle de conditions de travail, malheureusement. Alors même qu'en fait, les conditions de travail, c'est l'élément principal de la qualité des accompagnements. Et petite situation pour se faire plaisir de notre président sur les métiers d'entraide. Donc, on est dans le métier d'entraide et qui ont été, alors, on n'est pas les seuls à faire ce constat-là, qui ont été pensés comme des métiers de production, alors que voilà, une dynamique est assez différente. Donc, on a voulu changer les choses en 2016 en démarrant assez vite opérationnellement et en essayant de pratiquer le plus vite. Donc, on a commencé en recrutant des premières auxiliaires de vie et on a démarré l'aventure en se posant la question comment on réaligne les conditions de travail avec la nature humaine du métier pour pouvoir bien faire les choses et humaniser l'accompagnement. Donc, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment transformer pas mal de choses pour y arriver. La première étape, c'est que, en fait, on ne connaissait pas grand-chose à ce métier. On n'avait jamais été auxiliaire de vie ou aide-soignant, on ne connaissait pas le nom du domicile. Et donc, on a démarré en se disant, en fait, ne sachant pas trop comment on va s'organiser, on va être à l'écoute des premiers salariés et on va voir avec nos premiers salariés, c'est quoi le juste cadre de travail pour ce professionnel de l'empathie, comme on aime bien le dire, qui est l'auxiliaire de vie. Et donc, assez vite, on a commencé à fabriquer des petites briques, on a tâtonné. Moi, j'étais le premier manager. Et puis, j'ai essayé de commencer à construire les choses. Et puis, assez vite, je me rendais compte que je n'avais pas les bonnes solutions. Et donc, je me dirigeais souvent vers Dorothée, Caroline, imaginant les premiers salariés pour leur demander, en fait, qu'est-ce que tu ferais dans cette situation? Puis, peu à peu, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'étais pas vraiment manager, mais j'étais plutôt coach. Et donc, j'ai commencé à accompagner comme ça pour que les équipes trouvent leurs propres solutions. Là, à l'écran, vous avez les 6 principales briques, je vais en détailler une, 5 minutes, du modèle à l'envie. On vient casser le modèle traditionnel de l'agence dont je vous ai parlé tout à l'heure pour un modèle de petite équipe autogérée autour de 6 briques. D'abord, c'est quelles sont les valeurs qu'on a en commun. On a un engagement qui est d'humaniser l'accompagnement à domicile et on a quelques valeurs. On a un projet de service d'accompagnement de la personne. On a un modèle d'organisation de petite équipe autogérée et non un modèle pyramidal d'agence, un modèle de pilotage, un modèle de croissance, un modèle de compétences. Je ne vais pas détailler chacun, je vais surtout détailler aujourd'hui le modèle d'organisation et comment ce modèle d'organisation permet aux équipes de trouver les solutions dans leur travail au quotidien et notamment pour les personnes qu'on accompagne. Donc, quand on regarde comment fonctionne l'équipe chez Alenvie, d'abord, c'est une équipe autonome, vous le voyez là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est une petite équipe avec 6 à 8 personnes qui travaillent, qui accompagnent une quinzaine de personnes âgées, qui collaborent sur leur planning. Ils n'héritent pas d'un planning que l'agence leur a donné, mais ceux qui organisent leur planning, qui organisent leur temps et qui se partagent des responsabilités avec du temps interne que je vais vous détailler. Une équipe autogérée, ce n'est pas une équipe qui est toute seule. Elle a des encadrants qu'on appelle, on a utilisé un terme assez fort chez Alenvie qui est le terme coach. Alors, de manière assez radicale, on voulait rappeler qu'en fait, le manager n'était pas celui qui décidait, mais celui qui accompagnait l'équipe à la décision. Et c'est pour ça qu'on a pris ce terme coach, qui est parfois un peu galvaudé, mais qu'on aime bien pour ça, pour pouvoir insister sur cette dimension-là. Et donc, les coachs d'équipe, il y a 2 coachs d'équipe chez Alenvie, ont le rôle d'accompagner les équipes dans leur autonomie. L'autonomie, ça ne se décrète pas, ça s'accompagne. Il y a des équipes très autonomes, il y a des équipes qui parfois perdent un point d'autonomie. Et donc voilà, ils ont ce rôle-là et d'intervenir que quand il y a besoin. C'est pour ça qu'on utilise le terme subsidiarité. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'utilise chez Alenvie. C'est vraiment, j'interviens si je suis sollicité, j'interviens pour faire gagner en autonomie, mais il n'y a pas toujours besoin de moi. Parfois, il y a besoin. Pour pouvoir être orienté solution, il faut pouvoir avoir les bons outils, les outils qui laissent place à l'initiative. Voilà, chez Alenvie, n'importe qui peut prendre l'initiative de passer du temps pour un sujet de recrutement, de qualité. Donc ça, il faut pouvoir avoir les outils qui le permettent. N'importe qui a la possibilité d'ajuster son planning, de voir le planning du collègue
Et ces outils permettent vraiment la collaboration entre pairs. Et enfin, je ne vais pas trop détailler, il y a un socle de dialogue social très important qui est de pouvoir, voilà, tout ça, ça s'est construit, je parlais au départ de Dorothée, Magellan, Caroline, qui ont été les premiers qui ont constitué ça. En fait, ce cadre de travail qui permet de bien travailler, d'accompagner humainement les personnes âgées ou de trouver les solutions, quels que soient les termes qu'on utilise. En fait, c'est un cadre qui est fait en collectif et qui est piloté par les équipes dans un cadre assez précis. Je vais terminer simplement sur le dernier slide où je vais passer 2 minutes. L'équipe autonome, donc juste pour détailler un petit peu comment ça fonctionne l'équipe autonome, je vous disais c'est 6 à 8 auxiliaires de vie qui accompagnent une quinzaine de personnes âgées. Si on regarde de gauche à droite, là, ce que vous voyez à votre écran, à gauche, c'est déjà qu'il y a quelques éléments clés. On se réunit tous les 15 jours. Et puis, on est une équipe, d'un point de vue économique, une équipe qui fonctionne, c'est une équipe qui est en intervention, qui facture 75% de ses heures. Le reste, ce sont des heures d'absence ou des heures internes, et donc qu'on utilise pour faire fonctionner l'équipe, pour autogérer l'équipe. Donc, c'est du temps qui habituellement est passé en agence par les coordinateurs dans un modèle classique. Celui-là, il est partagé par l'équipe. À gauche, on voit qu'on n'est pas les seuls à adapter un modèle comme ça. On est très inspiré, peut-être certains d'entre vous connaissent Buurtzorg. Buurtzorg, c'est des soins infirmiers à domicile aux Pays-Bas. C'est une association qui est un petit peu connue dans le monde de l'entreprise libérée, qui est citée notamment dans un livre de Frédéric Laloux qui s'appelle Reinventing Organizations. Donc, on est inspiré de ce modèle, on les connaît bien. Ils aiment aussi beaucoup, ils nous forment d'ailleurs, Buurtzorg, à une méthode de prise de décision en équipe, voilà, pour trouver des solutions en équipe. Voilà. Et après, ce que vous retrouvez sur le visuel, c'est qu'une équipe qui fonctionne, c'est aussi une équipe chez Alanvi qui se partage les rôles. Il y a un référent sur chacune des dimensions que vous voyez en orange. Voilà. Et donc, quand on parle de qualité, il y a un référent qui porte le sujet et qui après va faire en sorte que l'équipe arrive à prendre une décision. Voilà, à droite, je vais reparler un petit peu des outils, je ne vais pas le redire, mais c'est un outil, j'ai envie presque, j'allais dire tout est permis, ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'il y a un cadre qui est posé. On aime bien différencier le cadre et les règles. Le cadre permet beaucoup de choses, il fixe les limites. Par contre, c'est chaque équipe qui fixe les règles au sein de son équipe. Et donc, on a un outil qui permet beaucoup de choses, notamment sur l'organisation du travail, le temps qu'on alloue. Et c'est a posteriori qu'on fait les bilans. S'il y a quelqu'un qui a passé trop de temps sur une dimension ou une autre, par exemple. Pour terminer, simplement, en fait, chez Alanvi, si je reviens au démarrage, on s'est vraiment dit que le professionnel de terrain, qui a le diplôme d'auxiliaire, qui connaît ce métier, qui arrive à développer son empathie, en fait, a les bonnes solutions en lui et que le rôle du management, c'était de mettre l'ensemble des conditions pour que ça fonctionne. J'ai parlé un peu du cadre, j'ai parlé du management, j'ai parlé des outils, j'ai un petit peu moins parlé de formation. Ça passe beaucoup par la formation, de pouvoir voilà, donner les outils. On a développé quelques formations, à la fois pour les managers, pour pouvoir passer en posture de coach, et puis aussi pour les auxiliaires, sur comment on prend des décisions, comment on fait un feedback, par exemple, comment on règle un conflit. Et ça, on voit que voilà, ça s'accompagne beaucoup. Donc, en résumé, trouver des solutions ou être autonome dans son métier, ça s'accompagne beaucoup. Ça ne veut pas dire être tout seul face à une décision. Ça s'accompagne. Par contre, une fois que c'est accompagné, on a vraiment de bons résultats. Juste pour vous, peut-être pour terminer, dresser un tableau. Aujourd'hui, chez Alanvi, je ne l'ai pas dit, on est 12 équipes de voilà, 6 à 8 auxiliaires qui accompagnent environ un peu moins de 200 personnes âgées. Voilà, et chaque équipe est très autonome dans les plans d'aide qu'on réalise auprès des personnes âgées, la relation avec nos partenaires, les recrutements, la validation des périodes d'essai. Donc, chaque équipe trouve ses solutions. D'ailleurs, parfois, c'est souvent des solutions très différentes les unes des autres, mais assez incroyable, en tout cas d'un point de vue managérial, de voir comment les équipes arrivent à prendre des meilleures décisions que quand on essaie de les prendre tout seul depuis le bureau. Voilà brièvement Alanvi et comment on a essayé de créer un cadre orienté solution. Très bien.
Merci beaucoup Clément pour ton témoignage. Alors, au début, je ne t'ai pas présenté sur ton parcours pour ne pas faire peur aux participants en se disant oui, mais c'est un HEC. En plus, il a eu un parcours dans un grand groupe. Il est passé, parce qu'effectivement, c'est ton cas, tu es passé chez Sodexo, tu as dirigé notamment la filiale Circle qui est sur l'accompagnement en termes de conciergerie pour le compte du groupe. Donc, ce que tu as mis en place au sein d'Alenvie ne fait pas de toi quelqu'un de déconnecté ou d'idéaliste. Tu connais bien l'univers de l'entreprise. C'est peut-être une des questions que je te poserai, que la communauté te posera tout à l'heure, c'est si tu avais à revenir dans ton activité d'antan, quelle première ficelle, sur quelle première ficelle tirerais-tu pour essayer de mettre en place justement cette notion de subsidiarité ou d'orientation client auprès de tes équipes? Voilà. J'en finirai là pour la question. Et puis, du coup, ravi d'accueillir, sans transition, si j'ose dire, Agnès. On a parlé d'une grande école, une deuxième qui sera représentée, voilà, qui est représentée à l'écran à travers Agnès, notre compatriote grenobloise, même, si j'ose dire, même topo qu'avec Clément. 15-17 minutes voilà, pour nous faire toucher du doigt cette notion d'orientation solution. Voilà, on a vu une incarnation très concrète chez Alenvie dans un univers qui nous parle, si j'ose dire, malheureusement tous, avec les difficultés qu'il peut y avoir à gérer de l'humain, et notamment des fragilités. Comment justement, Agnès, peux-tu proposer une espèce de modélisation, même si le terme est forcément impropre et malheureux, voilà, pour que nos participants puissent essayer de s'approprier effectivement plus encore ce concept et se dire voilà, sur quelle ficelle tirer demain ou dès aujourd'hui dans leur entreprise. Agnès. Merci. Merci. Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler effectivement du management orienté solution, qui est une nouvelle, une manière à la fois très ancienne, mais qui aujourd'hui prend beaucoup d'importance avec la crise que nous connaissons notamment, sur comment remettre beaucoup plus de confiance et d'autonomie. Alors, je travaille au sein de Grenoble École de Management pour la chaire Mindfulness, bien-être au travail et paix économique. Ça fait 11 ans que nous existons en tant que centre de recherche au sein de Grenoble École de Management. La paix économique, en fait, on s'intéresse à comment créer une économie qui soit créatrice de valeur et qui mette l'humain au centre et qui fasse en sorte que les êtres humains soient une fin et pas un moyen. Et donc, nous sommes soutenus par des partenaires qui sont des très grandes entreprises comme HPE, MMA, Harmonie Mutuelle et aussi des PME. Et puis, bien évidemment, Grenoble École de Management qui a fait de la paix économique d'ailleurs un axe stratégique. Alors moi, ça fait 30 ans que j'accompagne des managers et des sociétés. Donc là, je vais vous partager quelque chose qui effectivement est une prise de recul par rapport à qu'est-ce que le management orienté solution. Mais tout ça est basé sur des exemples très concrets et vraiment la rencontre avec Alenvie en est une très bonne illustration. Je vais me baser sur les apports de la psychologie positive. En fait, pendant très longtemps, on s'est intéressé à qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas bien, qu'est-ce qui fait qu'une organisation ne va pas bien, les risques psychosociaux, les défaillances d'entreprise, qu'est-ce qui fait qu'un être humain ne va pas bien et démotivé. Depuis les années 90, on a modélisé en fait un domaine de recherche qui s'appelle la psychologie positive, dont la finalité, en fait, c'est de mieux comprendre ce qui favorise le fonctionnement optimal et l'épanouissement des individus, des groupes et des organisations. Quand on parle de groupe, on parle de couple, on parle de famille, on parle d'équipe de travail. Et quand on parle d'organisation, on parle de tout type d'organisation. Et donc, mieux comprendre, c'est comprendre les conditions, les processus qui vont favoriser le fonctionnement optimal. Quand on parle de fonctionnement optimal, on ne parle pas de fonctionnement optimum. On parle qu'est-ce qui fait qu'on est en bonne santé malgré les difficultés de la vie. La finalité de ce que je vais vous présenter, c'est la santé. Alors la santé, bien sûr, des personnes, mais aussi la santé des organisations pour faire en sorte, qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos organisations soient durables malgré les crises et les difficultés. Alors on est parti de plusieurs constats. J'en ai sélectionné quelques-uns. Un des premiers constats, c'est que les représentations, quand on est manager, qu'on a sur l'être humain, vont influencer nos interactions quotidiennes et notamment dans un acte très très simple, c'est la manière dont on écoute les collaborateurs. Donc là, je vais vous donner un exemple. Si un collaborateur vous passe un coup de fil et vous dit c'est difficile de tout gérer avec le télétravail et les enfants, voici quelques idées de réaction automatique. Réaction classique, jugement. Oh ben encore, ne te plains pas, tu as un jardin.
Autre manière de réagir, ah mais oui, toutes les personnes autour de moi disent cela en ce moment. Troisième réaction, mais je te connais, tu es très organisé, ça doit t'aider. Quatrième manière de réagir, c'est le manager qui habite son costume de manager en ayant en tête qu'il est là pour apporter des conseils et des solutions. Et donc, autre réaction, c'est tu devrais regarder le site Enfance et Covid, il y a plein d'astuces. Et dernière manière de réagir, c'est et pourquoi ton mari ne t'aide pas? C'est-à-dire, on retourne une question. Et il y en a encore une autre, c'est on parle de soi, qui est très classique. Ah ben, moi aussi, je vis ça. On voit bien que les représentations qu'on a sur l'autre, c'est que quand quelqu'un exprime quelque chose, on pense qu'il faut forcément lui apporter quelque chose. Donc, on a ce réflexe interactionnel dans les relations. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'en termes de conséquences, quand quelqu'un exprime une chose difficile et qu'on a cette manière de réagir, eh bien, on a comme conséquence en général qu'on ne se sent pas écouté, qu'on peut se sentir un peu démotivé, qu'on peut se sentir nul parce qu'on a l'impression que l'autre a l'air de savoir beaucoup mieux que nous ce qu'il faut faire. On peut se poser la question de la loyauté qu'on a avec son manager ou son organisation parce qu'on se dit une fois de plus, il parle de lui alors que je tente de lui expliquer quelque chose pour qu'on trouve des solutions ensemble. Alors, les autres constats que nous avons faits, c'est la bonne nouvelle, c'est que c'est le bien-être des individus sur lequel vraiment Clément et ses associés ont basé leur culture d'entreprise et leur modèle, c'est que le bien-être des personnes eh bien, a un effet direct sur le bien-être des organisations. Alors pourquoi? Quand on est bien dans son travail, en général, on vient motivé, on a pu avoir un problème le week-end, on ne se déclare pas malade, on est gai, on est enthousiaste, on a des envies, on a des projets, on réagit assez bien aux choses difficiles. Et le bien-être de l'organisation, et tout ça a un effet vertueux sur le bien-être de la société, puisque si nous sommes bien dans une organisation qui va bien, en général, à la maison, on est détendu, on est enclin à pouvoir être disponible pour sa famille. Voici ces constats. Alors, adopter une posture de manager orienté solution, c'est d'abord une posture. La posture, vous savez, comme je le disais, avant d'adopter des techniques, des méthodes, tout ce qu'on a dans la tête, aujourd'hui, on sait que nos pensées influencent absolument nos émotions et nos comportements. Alors d'abord, c'est considérer que les personnes dans une organisation sont une fin et pas un moyen. Et là, je pense que j'en dirai pas plus puisque Clément nous l'a extrêmement bien exposé. Deuxième vision de l'être humain, c'est considérer que tout être humain est expert de lui-même. Nous manageons des adultes qui savent des choses, qui savent ce qui est bon pour eux, qui savent beaucoup de choses et qui ont tous d'énormes ressources. Ce qu'on appelle une ressource dans le management orienté solution, c'est un parti pris, c'est un a priori positif qu'on a sur l'être humain, quel que soit l'être humain, c'est-à-dire que ce soit même quelqu'un qui ne connaît pas bien son travail, on a un a priori que tout être humain possède des ressources, c'est-à-dire des connaissances, des compétences, des savoir-faire, des qualités, ce qu'on appelle aussi des forces de caractère, et puis des contacts, c'est-à-dire que tout être humain, on possède des contacts qui, autour de nous, nous permettent de gérer les situations. Je vais vous donner un exemple. Je travaille, j'ai comme interlocuteur l'université, les personnes qui ont rapatrié tous les étudiants au moment du Covid. C'est la responsable des relations internationales qui a géré ça, m'a dit qu'une des ressources qui a été le plus utile, c'est tous les contacts qu'elle a eus pendant ses études de Sciences Po, où elle connaissait des ambassadeurs au Chili, en Chine, en Inde, lui permettant de rapatrier les personnes. Donc, d'abord, le management orienté solution, c'est un changement de paradigme, comme l'a dit Clément. C'est d'abord quitter l'idée qu'un manager est quelqu'un qui sait tout, un manager est quelqu'un qui doit forcément apporter des conseils, ou en tous les cas avoir ce mode un peu automatique. Bien sûr, il y a des fois c'est utile, mais c'est quitter le caractère réflexe de questions, conseils comme réponse. Alors, avant de poursuivre, pour adopter cette posture, ce qui va nous être utile, c'est de comprendre que les êtres humains, tout être humain, on a 6 grands besoins psychologiques pour se sentir bien. Et quand un besoin est satisfait, eh bien, on est engagé, on est motivé, on est détendu, on est gai, on est créatif.
Le premier besoin, c'est on a besoin d'avoir du sens. On a besoin de savoir où on va, pourquoi on travaille, à quoi on occupe son temps de vie. Deuxième besoin, pour se sentir bien, depuis qu'on est enfant, on a besoin de sentir qu'on a des capacités, qu'on sait faire des choses, qu'on est compétent. Et qu'on a un sentiment d'auto-efficacité et qu'on est aussi efficace pour sa communauté. Et on le voit bien dans les relations clients, quand dans la relation, on a un problème avec un produit et le vendeur ou notre interlocuteur nous aide déjà à faire décrire ce qui se passe. Ça active chez nous le fait qu'on a fait le bon choix d'acheter ce produit et qu'on a déjà pris en main des choses, mais qu'on peut avoir un problème sur un aspect. Et donc, les êtres humains, pour être détendus dans une relation et dans notre vie, on a absolument besoin de sentir qu'on est compétent. Troisième besoin, pour bien vivre, on a besoin d'avoir des émotions positives. On a besoin d'avoir du plaisir, on a besoin de rire, on a besoin d'être enthousiaste, on a besoin d'avoir de l'espoir. Ces émotions ont des vertus très importantes pour notre santé. Je vais y revenir dans un instant. Quatrième besoin, depuis qu'on est enfant, on a besoin de pouvoir faire des choix. Alors, on a besoin dans un cadre donné, qui doit être clair, de sentir qu'on peut faire des choix. Et on le voit très bien dans l'exemple qui a été donné sur Allenvie. Le modèle fonctionne bien parce que, en ayant bien compris le sentiment de compétence, c'est-à-dire les personnes qui font, savent quel est leur métier, connaissent les contraintes, connaissent ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mais à l'intérieur de ça, il y a la fameuse question du planning et de l'organisation du travail. Avoir le choix de faire son organisation participe du fait de se sentir en capacité de créer un travail de grande qualité. On a besoin aussi, dans l'autonomie, que quand on a quelque chose à exprimer, si on a un besoin, comme l'a dit Clément, le manager coach va être activé s'il y a un besoin. On a besoin de sentir que le manager va être en capacité d'écouter ce besoin et que ce soit pris en considération. Cinquième besoin, pour se sentir bien, les êtres humains, on a besoin de s'engager et se sentir utile. Et on a plein de recherches qui montrent que les personnes qui s'engagent, qui font des activités bénévoles, par exemple, eh bien, se déclarent plus heureux que les personnes qui gagnent beaucoup d'argent, font des activités plutôt mercantiles, et que des personnes qui ont l'impression que leur temps de vie est aussi occupé à aider les autres. Et puis, un des plus importants, parce que nous sommes fondamentalement interdépendants, c'est que pour se sentir bien, on a besoin de proximité sociale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin d'avoir des relations sécurisantes, où il n'y a pas de yo-yo émotionnel, il n'y a pas un jour je t'aime bien, un jour je t'aime pas, je te méprise en réunion, puis après je te tape dans le dos en disant que tu es sympa. On a besoin que les relations soient stables, agréables et confiantes. Alors, un petit zoom rapide sur les émotions. Je vais vraiment essayer de tenir dans les 4 minutes qui me restent. Nos émotions ont un rôle très important sur notre santé. Quand j'ai parlé de l'importance des émotions dans les besoins, c'est que nous avons un biais de négativité qui est très important pour la survie. Nous sommes équipés pour voir d'abord ce qui ne va pas en premier. Il faut juste savoir que dans des périodes actuelles où il y a énormément d'informations très anxiogènes, ressassées par les médias vraiment en boucle, notre cerveau, dans un cas comme ça, va se concentrer uniquement sur ce qui ne va pas et va réduire notre champ d'attention. Et quand il faut trouver des solutions avec des clients sur des problématiques qui sont aujourd'hui un peu difficiles, il faut savoir qu'on n'est pas équipé en termes mentaux pour pouvoir écouter des avis divergents, rebondir, changer de perspective. Et par ailleurs, trop d'émotions négatives en termes d'énergie, c'est vraiment très épuisant. Par contre, les émotions positives vont avoir un rôle extraordinaire parce qu'en portant notre attention sur ce qui fonctionne bien dans les relations, dans notre produit, dans nos services, cela va nous aider à élargir notre attention et les recherches montrent qu'en élargissant notre attention, on a fait des tests sur des résolutions de problèmes complexes. Les personnes qu'on a orientées volontairement sur des émotions positives de fierté, de satisfaction, résolvent beaucoup plus rapidement des problèmes difficiles que d'autres. Adopter une posture de manager orienté solution, c'est donc, on a vu, avoir vraiment une vision
humaniste, c'est avoir aussi une vision claire de son rôle, comme l'a dit Clément, c'est vraiment avoir une vision que son travail, c'est d'accompagner la réussite des personnes, la réussite de l'organisation, c'est accompagner le développement du potentiel en mobilisant des qualités, par exemple des qualités d'écoute, des qualités de curiosité, comme l'a dit Clément, on s'est intéressé au métier des personnes, des qualités de confiance a priori. Alors en pratique, principe important, je fais quelque chose qui marche dans mes relations clients. Déjà, je les identifie, je continue et j'amplifie. Je fais quelque chose qui ne marche pas dans mes relations clients, j'arrête tout de suite et je fais autrement. On a trop tendance, les êtres humains, à faire beaucoup plus de ce qui ne marche pas. Le management orienté solution en pratique, c'est un expert de l'écoute active qui se met au service de l'autre, qui est expert de lui-même pour l'aider à trouver des solutions qui conviennent. Quand on dit expert en écoute active, c'est quand quelqu'un a un problème. Première question, c'est qu'est-ce qui se passe? Décrivez-moi. Ensuite, dire je comprends. En quoi puis-je vous être utile? On ne le sait pas a priori. Quelle différence ça fera si je vous apporte ça, si on travaille là-dessus? On essaye ensuite de projeter sur qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'on quitte le mode de toujours trouver des explications pour passer dans quel est le futur souhaitable. Et on va explorer les ressources. Qu'est-ce qui vous aide? Amplifier, c'est, la personne va dire, ce qui m'aide, c'est actuellement l'outil planning qui marche très bien. Et quoi d'autre? Ce qui m'aide, c'est les réunions régulières. Et quoi d'autre? C'est on amplifie les ressources qui sont mobilisées. On reformule et on termine un entretien en disant avec quoi repartez-vous de notre entretien? Cela va vous permettre quoi? C'est-à-dire jusqu'à la fin de l'entretien, c'est l'autre qui a la main. Je vous ai fait un petit résumé, je vais le passer rapidement. On a besoin de sens, le rôle du manager, je donne la direction, la signification, la sensation, comme l'a dit Clément dans À l'envie, la raison d'être, les valeurs, en étant soi-même clair. Les émotions positives, comment je peux favoriser la joie? Eh bien, dans les réunions, je pose des questions. Qu'est-ce qui est satisfaisant en ce moment? Qu'est-ce qui est soutenant? Qu'est-ce qui vous rend fier? Et tout en étant empathique et chaleureux, avec aussi les difficultés. Il ne s'agit surtout pas de les nier. Relations sécurisantes, des rituels d'équipe et des entretiens réguliers vraiment participent de créer ce climat. On pose la question, en quoi je peux être utile? De quoi as-tu besoin? Et je m'ajuste par rapport à ce qui est dit. Besoin d'autonomie, comme l'a dit Clément, je donne les moyens concrets de l'autonomie, je clarifie les rôles, je clarifie les liens entre les rôles. C'est très important que chacun puisse savoir quelle est sa contribution dans un ensemble global. Et puis, très important, c'est je clarifie les niveaux d'autonomie. Je crois que ce qui est important dans le management orienté solution, c'est de quitter l'injonction « soyez autonome », mais par quelque chose qui est beaucoup plus précis. C'est qu'est-ce que vous pouvez décider seul et qu'est-ce qui doit être validé. Et je fournis les moyens matériels et financiers de l'autonomie. Et enfin, se sentir compétent, j'identifie, j'amplifie les compétences des personnes, je les valorise et je crée des situations où les personnes peuvent l'exprimer. Et bien sûr, comme l'a dit Clément, je mets des formations en place pour que les personnes aient le plaisir d'apprendre et se sentent de plus en plus à l'aise. Voilà. Et vous, est-ce que vous avez identifié, par rapport à ce que je viens de dire assez rapidement, une pratique managériale orientée solution que vous faites déjà et qui marche bien et je vous encourage à poursuivre, et une pratique que vous aimeriez faire différemment dans toutes celles que nous avons esquissées? Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Agnès pour ce témoignage. C'était très clair. Les questions nous ont été posées de savoir si les supports seraient disponibles à l'issue de cette e-conférence. Ils le seront. Vous avez normalement un replay qui sera également disponible, donc vous aurez le droit de le regarder tous les soirs, de l'apprendre par cœur pour doper votre management. Avant d'entamer les échanges, il y a deux dessins qui nous ont amusés. Vous amuseront-ils? Ça, c'est à vous de voir. C'était la première. Non, soyez gentils. Gardez vos remarques pour plus tard en parlant de stratégie. Et puis, les salariés, l'équipe de dire, ça fait 10 ans qu'on les garde. Et puis, un autre, je me sens super bien au boulot. Et puis, le psy de répondre, non, pardon. Je me sens super bien au boulot, vous trouvez ça normal? Se demande le psy. Voilà, sur ces deux petites illustrations, on va enchaîner sur des questions-réponses. Alors, je ne sais pas si à l'issue de ce webinaire,
on arrivera tous avec nos salariés sur la phase de droite. En tout cas, voilà, l'idée, c'est de pouvoir basculer sur vos interrogations qui ont pu être suscitées par ces différents échanges. Daniel, je ne sais si tu as pu balayer toi aussi de ton côté les questions-réponses, si tu souhaites déjà en remonter quelques-unes. Oui, plusieurs. Alors, j'ai commencé par Clément, ce qui va laisser Agnès le temps de reprendre son souffle. Clément, il y a plusieurs questions. Une sur qui n'apparaissait peut-être pas là-dedans, hein, mais ailleurs, la question des conférenciers et des participants. La crise du Covid, ça a modifié un peu ce fonctionnement. Qu'est-ce que ça a changé? C'est un fonctionnement très descendant, pardon, très ascendant, je vais y arriver, plutôt que descendant et très autonome. Est-ce que la crise là-dedans et les conséquences de la crise là-dedans, ça a modifié quelque chose selon toi? Pas du tout. Comment tu vois les choses? Alors, c'est une bonne question. En fait, la crise, ça a plutôt renforcé le modèle, mais ça crée des doutes à chaque fois pour le manager. En fait, concrètement, pendant la crise, en fait, on a essayé de limiter nos interventions pour limiter le risque de propagation du virus. Et donc, il y a pas mal d'interventions qu'on a arrêtées ou qu'on a réduites ou qu'on a réaménagées. Et donc, en fait, chaque équipe avait, comme habituellement, mais là, particulièrement pendant la crise du Covid, la responsabilité de voir quels étaient les accompagnements qu'on pouvait arrêter et quels étaient les accompagnements vitaux, indispensables à continuer parce qu'il en allait de la santé du bénéficiaire et de la personne âgée. Et en fait, chaque équipe a fait des choix assez différents, très liés à leur situation terrain. Donc, il y a des équipes qui ont quasiment tout arrêté en intervention, d'autres qui ont maintenu quasiment leur intervention à 80-90%. Donc, pour le manager à distance, c'est un côté parfois assez anxiogène parce qu'en fait, il y a des notions, enfin, il y a des éléments économiques très forts. C'est-à-dire qu'en fait, si l'activité s'arrête, ça n'a pas le même impact économique que si l'activité est maintenue. Donc, moi, typiquement, en tant que manager, je suis passé par beaucoup de moments de doute pendant cette crise du Covid. Et il y a des moments où j'avais En tant que coach, Clément, en tant que coach. En tant que coach, tu as raison, mais en fait, le coach, en tout cas, moi, comme je suis l'employeur, j'ai une responsabilité d'employeur. J'utilise parfois encore le terme manager. Je suis plutôt coach, mais j'ai la responsabilité d'employeur, en tout cas, on va dire. Et donc, j'ai eu des moments de doute, des moments où parfois j'ai envie de reprendre la main, et pareil pour les coachs à l'envie. Mais au fond, quelques semaines après, on s'en sort plus fort parce qu'en fait, on a illustré que celui qui savait, c'était le professionnel au sein d'une équipe, pas le professionnel tout seul. C'est le professionnel qui collabore avec son équipe, qui sait ce qui peut être arrêté, ce qui peut être continué. Voilà, donc ça a plutôt renforcé notre mode, mais c'est pas facile, particulièrement en temps de crise, parce qu'on a vite la tentation de dire non, là, on arrête tout, on continue tout, c'est comme ça qu'on intervient. Voilà. Ok. Juste une ou deux questions peut-être. Je reviens à la question de tout à l'heure qui était des questions un peu plus précises. Combien d'heures par semaine pour les auxiliaires et plus largement un retour des collaborateurs sur ce type de management et de façon plus générale, mais ça la question sera plutôt pour Agnès pour généraliser. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités et les mêmes envies, et les mêmes besoins en termes d'autonomie. Je suis désolé, ça fait 3 questions à la fois, mais elles se généralisent. Non, mais la première, ça va être assez rapide. Je n'en ai pas trop parlé, mais en fait, j'ai pas mal parlé des conditions de travail, mais on a amélioré les conditions de travail par rapport à la réalité du secteur. Donc, on garantit le temps plein, par exemple, chez Alenvie, mais il y a aussi des professionnels qui souhaitent garder le temps partiel. Donc, c'est chaque équipe qui pilote le temps de travail. Il y a un système de modulation horaire. Donc, en fait, c'est déclaratif. Je déclare les heures que j'ai travaillées. À partir de ce déclaratif, se fait la facturation, la paye. Quelqu'un qui veut travailler à temps plein peut le faire, mais il y a quelques étapes posées dans le cadre. C'est assez technique, je ne vais pas rentrer en détail, mais en gros, il y a la garantie d'un temps plein chez Alenvie si on le souhaite. Et le temps de travail, semaine après semaine ou jour après jour, c'est de la cuisine de chaque équipe avec les outils qui existent. Sur comment se sentent les collaborateurs, c'est une question clé pour Alenvie. Est-ce que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on trafique, ça apporte du mieux, du bien-être pour les collaborateurs? Dans la lignée, ce que vous avez expliqué Agnès, en fait, on a créé un outil chez Alenvie, maintenant qui est open source, qu'on propose au secteur, qui est un truc qui s'appelle l'indice d'alignement humain. Et en fait, c'est un questionnaire de 36 questions sur le ressenti individuel au travail, sur quelque chose que beaucoup connaissent, qui est la pyramide de Maslow, avec différentes formes de besoins. On a parlé des besoins psychologiques, donc c'est assez proche finalement des besoins qui étaient décrits tout à l'heure. C'est
avec Maslow, il y a les étages de la pyramide sont un peu différents. Et donc, on interroge à la fois nos collaborateurs, mais aussi des collaborateurs dans d'autres structures sur comment ils se sentent par rapport à ces besoins. Typiquement, pour le métier d'auxiliaire, chez Alambi ou ailleurs, on voit qu'il y a une pyramide inversée. Il y a des besoins physiologiques qui sont encore à améliorer. On n'a pas toujours le bon salaire, les bonnes conditions de travail. Par contre, on trouve beaucoup de sens où on s'accomplit en haut de la pyramide. Donc, on arrive à voir que globalement, ce modèle qui est chez Alambi et aussi un peu chez d'autres confrères porte des fruits parce qu'on a des bons scores sur cette dimension. Donc, c'est comme ça qu'on a envie de mesurer. Mais on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas encore, on n'a pas encore la réponse à tout. Hein. C'est un modèle avec une charge mentale plus importante, par exemple, parce que j'ai des responsabilités. Voilà, et ça me permet de faire la transition avec la troisième question. Et après, Agnès aura peut-être envie de compléter. Et je fais lien aussi avec une autre question que j'ai vue. Est-ce que ça joue sur les générations? En fait, je pense effectivement, il y a des gens qui ont plus, pour qui c'est plus ou moins facile ou qui ont plus ou moins envie d'avoir de l'autonomie. Et nous, on voit parfois qu'il y a des recrutements qui ne fonctionnent pas parce que c'est des gens qui ont envie de travailler de manière assez solitaire. En tout cas, je parle plutôt sur la question est-ce que je suis seul ou est-ce que je collabore au sein d'une équipe. Mais globalement, en fait, je pense que tout le monde a les capacités. Je suis plutôt au niveau de l'envie. Il y a éventuellement des freins en termes d'envie et des freins culturels. Parce qu'en fait, si j'ai travaillé pendant 20 ans dans un mode managérial, oui, passer de l'un à l'autre, c'est plus complexe. Je pense qu'on a voilà. Donc, en tout cas, j'ai la croyance qu'on a des capacités assez proches, mais qu'il peut y avoir un bagage culturel plus ou moins compliqué pour se faire confiance à soi et travailler en collaboration. Agnès, je te laisse rebondir si tu veux ajouter quelque chose sur la dernière question. Je rejoins ce que dit Clément. Quand on a pendant très longtemps été managé avec quelqu'un qui pense à votre place, c'est autant d'efforts pour les collaborateurs que pour les managers de changer de mode et que ça prend du temps de créer les habitudes. Par contre, quand on a vraiment la croyance a priori que chacun est expert et a des ressources, le manager a des ressources, les personnes ont des ressources, quelles qu'elles soient, et qu'on va dédier son temps à activer ça, eh bien, petit à petit, on va tisser quelque chose de nouveau. Moi, je suis facilitatrice en intelligence collective et quasiment tous les projets collaboratifs, je les fais en intelligence collective. Je le fais avec des personnes qui sont des aides-soignantes et des dirigeants. Le plus dur, c'est les dirigeants, vous savez, quand par exemple, dans des réunions où on demande à chacun de réfléchir et c'est une idée par personne et on écrit tout et ensuite on vote, certains dirigeants ont quelquefois du mal à retenir qu'ils ont 5 idées. Mais à la fin, quand on maintient le fait que c'est une idée par personne et qu'on votera après, certains dirigeants viennent me voir en me disant « Oh, je découvre des gens, je ne pensais pas qu'ils avaient autant d'idées. » Ben oui, mais il est normal, comme d'habitude, ils ne les laissent pas s'exprimer. Ils n'ont pas la chance de se rendre compte des pépites. Donc, ce qui est aussi important, le manager centré solution, c'est d'apprendre des processus de travail en intelligence collective. Et ces processus, c'est vraiment une question, un temps de réflexion individuel, le fait que chacun ait sa place, le fait qu'on écrit tout, le fait qu'on a le droit de ne pas être d'accord, mais qu'on va faire des tours. Et en se formant de cette façon-là, tout le monde apprend en fait. Et on se découvre et on apprend ensemble et on grandit ensemble. Je voudrais compléter avec quelque chose que Clément, tu as dit sur l'autonomie. Sur l'autonomie, en fait, ça fait partie de ces mots un peu valises qu'on a dans le monde du travail, qui ont besoin d'être éclairés. Et j'ai vu dans les questions, il y a des personnes à qui ça fait peur. Mais ce qui fait peur, c'est surtout quand on ne parle pas de ce que chacun met dans autonomie. Ce mot-là, on l'entend depuis qu'on est petit, soit autonome à 6 ans quand tu reviens de l'école, soit autonome à 10, soit autonome à 14, soit autonome quand tu es adulte. On a un manager orienté solution. Quand on pense que quelqu'un est expert de lui-même, on va prendre du temps pour dire « Daniel, c'est quoi pour toi l'autonomie ? Clément, c'est quoi pourquoi l'autonomie dans ton contexte ?» Donc, on arrête de parler de concepts, on éclaire les représentations. Et en général, quand on éclaire les représentations, d'abord, on se connaît mieux, on met un peu de profondeur chacun, et en général, on trouve des terrains d'entente. Voilà ce que je rebondis.
Pardon, je rebondis, merci Marie-Louis, sur une dernière question qui vient d'arriver, mais qui était de Frédéric de Lyon, et qui, je pense, est aussi assez globale, sur comment je recrute des managers. Les collaborateurs, c'est une chose. Comment je recrute des managers qui, finalement, ont cet état d'esprit-là. Donc, ils vont, eux, parce que être managé comme ça, on peut en discuter, mais manager soi-même comme ça, c'est peut-être plus théoriquement simple, mais en pratique, très compliqué. Cette question s'adresse bien aux deux. Eh ben, je peux commencer. Je pense pas qu'il y ait de. Moi, j'ai pas de recette pour comment on fait. En tout cas, le témoignage, c'est que chez Alenvie, les managers, les coachs, les managers coachs qu'on a sont en fait ceux qui ont une expérience manager assez classique dans des organisations comme celle d'Alenvie et qui en avaient marre en fait, et donc qui se sont reconnus dans ce que propose Alenvie. Donc en fait, il y avait une envie de départ de manager différemment, d'accompagner les collaborateurs plutôt que décider pour eux. Et après, en revanche, ça s'accompagne. C'est un peu comme je disais, l'autonomie, ça ne se décrète pas. Bah, être un coach, pour prendre le terme à l'envie, c'est pas parce qu'on a décidé qu'on a envie que ça marche par magie. Ça marche aussi parce que il y a quelques outils qui s'apprennent. Agnès nous l'a expliqué. Le partage entre pairs, bah, ça permet de se challenger les uns les autres. Voilà, donc c'est l'envie plus l'accompagnement, je dirais, pour y arriver. Agnès? Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Je compléterais par un processus de recrutement, en fait. C'est-à-dire qu'on recrute quelqu'un qui va travailler avec d'autres. Donc, les processus de recrutement aujourd'hui qui sont optimum quand même, c'est les processus où d'abord on a clarifié quand même en termes de valeurs, de culture, ce qui est clair, déjà une base commune. Et puis, la personne va rencontrer les personnes avec lesquelles elle va travailler. Et elle va les rencontrer. Et si jamais, et ensuite, les personnes échangent sur le candidat. Et il y a une part d'intuition. Si par exemple, le candidat n'est pas curieux, il ne vous pose pas de questions sur comment vous travaillez, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui ne marche pas, bah déjà vous avez une indication de quelqu'un qui a pas qui naturellement n'est pas curieux, quoi. Alors que quelqu'un, c'est comme nos étudiants à GEM, hein, quand on a un étudiant en recrutement qui ne pose pas de questions, on se dit tiens, il a tout compris sur qui on est. Donc quelqu'un qui n'est pas curieux, quelqu'un qui ne se tait pas, qui ne sait pas finir ses phrases, quelqu'un qui coupe la parole, quelqu'un qui dit toujours je, mais qui n'a jamais de on, de nous dans son récit de vie. Si on va chercher ça, on a quand même déjà quelques indications. Et pour compléter, Agnès, effectivement, chez Alenvie, on pratique le recrutement entre pairs. Et donc, ce sont les pairs qui recrutent leurs collègues. Et ça marche pas mal pour valider notamment certaines dimensions du manager coach. Je compléterai avec ce que tu dis par rapport à l'autonomisation. Quand on a été plusieurs à recruter, on est co-responsable du recrutement. Donc, on ne peut pas reprocher après à un manager ou à un RH d'avoir mal fait son travail. On est solidaire de l'accompagnement de cette personne pour qu'elle soit mieux dans son travail ou bien qu'elle nous quitte si jamais vraiment c'est trop difficile. Et d'ailleurs, j'ai envie de rebondir encore parce que j'ai vu quelques questions sur comment on fait quand il y a une opposition syndicale, comment on fait quand il y a un collaborateur qui ne veut pas ou autre. Et je pense que ce que vient de dire Agnès est une des clés. En fait, c'est pas, ça marche bien, en tout cas, nous, l'équipe autogérée, quand il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord avec l'équipe. Il n'est pas d'accord, c'est pas qu'il n'est pas d'accord avec le manager, c'est qu'en fait, il y a l'équipe qui propose quelque chose et il y a quelqu'un qui s'oppose. Et donc, ça devient un sujet d'équipe qui peut parfois être compliqué à résoudre, mais c'est un sujet d'équipe et c'est pas une personne face à une direction, un manager ou une entreprise. Et nous, en tout cas, l'expérience chez Alenvie montre qu'en fait, les problèmes se résolvent beaucoup mieux quand en fait, c'est un sujet d'équipe. C'est pas un sujet, moi, je me sens mal en tant qu'employé vis-à-vis de mon employeur. Non, c'est j'ai une situation, je m'entends pas avec un collègue, où il y a une situation. Voilà, et ça change toute la dynamique de résolution de problèmes. Ça devient une responsabilité de l'équipe. Marie-Louis, tu as des questions? Non, mais nous vivons la subsidiarité, tu vois. Nous n'avons rien à dire. On a des intervenants qui sont en totale autonomie. Donc c'est parfait. Toutefois, une petite question. Quand même avec ce que Clément vient de dire. Pleine autonomie. Voilà. Non, mais vas-y, Agnès. Marie-Louis, tu n'as aucune autonomie. Si, non, plus d'autonomie du tout. Vas-y, Agnès. C'est que c'est important pour développer ce type de fonctionnement qui marche très bien. Hein. Les résultats en termes de recherche
les organisations qui fonctionnent comme ça ont des croissances qui vont bien, ont appris une manière de travailler qui, en tous les cas, pour trouver des solutions pour la crise, même si elles sont très difficiles, elles ont au moins appris à travailler ensemble pour trouver des solutions. Elles sont orientées sur le futur, hein, parce que le management orienté solution, c'est on quitte l'espace problème pour regarder sur qu'est-ce qu'on fait. On arrête des réactions de culpabilité, de recherche qu'on aurait dû faire. On est orienté sur qu'est-ce qu'on a déjà su faire. C'est-à-dire qu'on va rechercher des exceptions qui vont nous mettre en confiance dans les relations avec nos clients, avec nos fournisseurs, avec nos salariés. Qu'est-ce qu'on a déjà su faire et comment s'appuyer là-dessus pour que ça aille mieux. Voilà ce que je pourrais dire en complément. On pourrait en parler des heures. Et justement, Clément, pour venir valider ce qu'évoquait tout à l'heure Agnès, on constate que les entreprises qui sont plus sur l'autonomie ont des croissances plus importantes. On sait que dans l'univers du soin, il y a souvent un turnover qui est extrêmement fort. Et une question justement portée sur ce point, si j'ose dire, pour venir valider le principe même d'Allenvie, quel est le taux de turnover justement de vos équipes par rapport à la profession? Alors, risque de vous décevoir, le turnover n'est pas très bon chez Allenvie. J'aurais bien aimé répondre par magie que c'est beaucoup mieux. En fait, le turnover est une notion un peu complexe parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de benchmark. Donc, je sais que je ne suis pas très bon au turnover chez Allenvie, qu'on n'est pas très bon. Je sais que le secteur n'est pas très bon non plus, mais on a du mal à mesurer précisément ce que ça veut dire ne pas être bon ou pas bon. Donc, sur le turnover, mais aussi parce qu'en Ile-de-France, ce métier avec cette rémunération implique un turnover à un moment assez élevé. Donc, on n'a pas résolu grand-chose sur le turnover. On a résolu beaucoup de choses par contre sur l'absentéisme, sur une autre notion qui arrive plus facilement à se mesurer, où sur l'absentéisme, on est autour de 4-5%, alors qu'on est plutôt sur des moyennes à 15% dans le secteur. Et donc, ça illustre aussi que ce n'est pas un modèle magique. Il y a beaucoup de choses encore qui sont à améliorer, à roder, et on le voit sur le turnover qui est une illustration, même si c'est un peu compliqué d'utiliser cette notion-là pour la mesure. Par contre, il y a des choses qui marchent bien. L'absentéisme est un exemple, ou le ressenti au travers de l'indicateur que je donnais tout à l'heure. Ouais. Et une question, parce que si on revient à la question de subsidiarité, moi je suis allé en même temps sur Wikipédia. Principe selon lequel une autorité centrale ne peut effectuer que les tâches qui ne peuvent être réalisées à l'échelon inférieur, ce qui effectivement nécessite un engagement de tous. Si je vais rebondir sur une question qui a été posée justement il y a quelques minutes sur comment percevez-vous l'appropriation de cet engagement ou de cette notion d'orientation solution de la part des jeunes générations. En gros, on revient sur la question de la génération Y, Z. Est-ce que vous avez pu éprouver des différences entre les générations, nouvelles générations et les vieilles générations dans lesquelles je m'intègre? Du coup, peut-être Agnès, si tu as une vision peut-être un peu plus... Moi, je l'utilise dans l'accompagnement que je fais des jeunes à l'école de commerce, les étudiants. Vous savez, tout type d'être humain, quand il est accompagné en ressortant en se disant « je sais faire des choses », j'ai des preuves de ça parce qu'on m'a aidé à les poser. J'ai identifié par moi-même des objectifs réalistes. J'ai créé une relation de confiance avec un adulte. En général, l'adhésion est forte. Ouais. L'adhésion est forte parce que la relation est de qualité. Et je crois qu'il n'y a pas d'âge pour ça. Les émotions sont profondément universelles, complémentaires. Et je pense qu'on a tendance parfois à créer des âges, mais en termes de relations sur les besoins humains, on reste vraiment là sur quelque chose d'essentiel. On pourrait faire l'inverse, mépriser, humilier, ne pas respecter. Si vous faites ça avec des jeunes, vous allez les perdre. Aujourd'hui, les jeunes, d'ailleurs, nous disent à l'école de commerce, et ça va être difficile pour les très grandes entreprises aujourd'hui qui font du greenwashing, tous nos étudiants nous disent on veut rejoindre des entreprises qui sont respectueuses des êtres humains et de la nature. Ça devient des critères importants. Et là, on est prêt à mettre la gomme, à donner le meilleur. Mettre la gomme, c'est peut-être ce à quoi on va devoir se résoudre puisqu'il est 15h02 et que beaucoup nous disent qu'ils vont devoir mettre les voiles. Si vous le souhaitez, on a pris l'habitude d'avoir un petit temps informel au-delà de leur annoncer de 15h, là peut-être dans les minutes qui suivent. Tous ceux qui doivent mettre les voiles, évidemment, vous le pouvez. Je vais inviter peut-être Sarah à partager le slide sur lequel vous verrez les dates des 2 prochaines rencontres.
L'une qui sera effectivement peut-être le continuum de cet échange du jour, puisqu'on retrouvera la semaine prochaine à la fois nos amis de Decathlon et Jérôme Baron sur la notion d'agilité, l'agilité comme boussole pour l'entreprise en temps de tempête. On y reparlera de subsidiarité également, même si initialement, ce n'était pas quelque chose qui était prévu, mais il se trouve que ça se goupille bien. Et puis, on retrouvera ensuite le 9 juin Catherine Rucky, qu'on a aperçue tout à l'heure. Le 9 juin également avec Caroline Cuny sur la manière dont on doit peut-être également s'orienter pour éviter d'exploser en plein vol par rapport aux sursollicitations, notamment les sursollicitations digitales. Voilà, pour ceux qui doivent nous quitter, on vous remercie de votre fidélité. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous n'étiez pas inscrit encore et que vous souhaitiez le faire, vous devriez trouver notamment sur LinkedIn, que ce soit celui de GEM ou de la marque, très facilement le lien pour vous inscrire ou pour voir les replays. Le replay de cette rencontre devrait être disponible je pense, d'ici jeudi, vendredi, ainsi que les présentations qui vous ont été partagées. Voilà, à vous tous, bon après-midi